Bonjour à tous, je suis Clémentine, merci de vous être branchés sur les ondes de Radio Barbare, le podcast engagé pour un monde professionnel responsable. Chaque mois, on vous propose de retrouver nos experts pour prendre avec eux un break RH sur leur expertise professionnelle. Comme chaque mois, ce podcast vous est proposé par RH Performance, votre partenaire recrutement, formation, coaching, team building, assessment et outplacement. Imaginez ces scènes. Un DG qui avoue en comité de direction qu'il ne sait pas comment gérer une crise. Un manager qui reconnaît devant son équipe qu'il s'est trompé dans sa stratégie. Ou encore un dirigeant qui exprime ses doutes sur l'avenir de son entreprise. Impensable. Pourtant, derrière leur titre, nos dirigeants sont des êtres humains. Ils ont des forces, des faiblesses, ils ont des émotions et ils ont des incertitudes. Mais alors pourquoi cette image d'infaillibilité qui leur colle à la peau depuis des années ? Pourquoi cette pression permanente à tout maîtriser, à ne jamais flancher et avoir réponse à tout ? On entend souvent dire qu'un bon manager ne montre jamais ses faiblesses, qu'un bon leader ne montre jamais ses faiblesses. Et si c'était justement l'inverse ? Et si la vulnérabilité assumée était le nouveau pouvoir du leadership ? Pour en discuter, j'accueille aujourd'hui Hervé Van Rijn, CEO et fondateur de RH Performance. Hervé, en tant que dirigeant, tu as subi cette pression de l'intérieur et tu accompagnes aussi des dirigeants dans le cadre de coaching professionnel puisque tu es aussi coach. Tu es donc la meilleure personne pour déconstruire ce mythe de l'infaillibilité du manager et du dirigeant. Hervé, j'ai une première question pour toi. Selon toi, d'où vient cette croyance que les dirigeants sont tous infaillibles ? Alors bonjour et merci de m'inviter Clémentine à ce podcast. Alors tous, je ne sais pas parce qu'on ne va pas faire de généralité, mais c'est sûr qu'il y a une croyance très inconsciente que le dirigeant c'est le ou la capitaine. C'est lui qui donne le cap, c'est lui qui porte les responsabilités, c'est lui qui doit résister et c'est une croyance collective. Alors, les causes peuvent être multiples. Hein. Est-ce que c'est l'éducation ? Est-ce que c'est notre civilisation ? Est-ce qu'il y a énormément de raisons possibles ? Mais c'est vrai qu'en tant que dirigeant, on a dans notre inconscient cette croyance qu'on doit porter. Il y a un côté devoir qui est très fort et qui fait que quand on va moins bien, on ne l'accepte pas, on le cache, on le met sous le tapis en se disant que ça va aller mieux. Voilà. Donc, pour répondre à ta question, c'est ça à mon sens. Ça fait 20 ans que tu as créé RH Performance. En 20 ans, tu l'as subi cette pression ? Oui, puis je me l'ai soumise tout seul. Alors, tout seul comme un grand, comme je le disais, je pense qu'il y a un poids de l'éducation qui est quand tu es un homme est fort, un homme ne pleure pas, un homme ne montre pas ses émotions, etc. Donc ça, c'est peut-être culturel ou civilisationnel. Et puis, il y a, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu crées ta société, tu as envie qu'elle réussisse, tu cherches à la rendre robuste, à la rendre performante. Et très inconsciemment, on se prend on s'inculque, je trouve qu'on s'auto-inculque des réflexes, c'est dire, voilà, tu dois être fort, tu es un combattant, vas-y, ne lâche rien, etc. Ah, c'est pas vrai chez tous les entrepreneurs, mais on le retrouve beaucoup. Et qui fait qu'on se conditionne d'abord par nous-mêmes comme étant infaillible. Et puis peut-être que la civilisation, la société dans laquelle on est, il y a des messages d'hommes forts. On le voit aujourd'hui avec certains hommes politiques ou certains dirigeants d'entreprise. On est vraiment dans le culte de l'homme fort. Donc ça nous influence indirectement, je pense. Comme je le disais, tu es coach professionnel et tu accompagnes de nombreux dirigeants pour résoudre des problématiques. Est-ce que cette infaillibilité, c'est un sujet qui revient souvent dans tes coachings ? Est-ce que les dirigeants t'en font part ? Alors, certains, ceux qui sont lucides, vont parfois le partager. Oui. Et ceux qui le sont pas, et si je pense que ça a du sens de le faire, pourquoi pas effectivement les questionner sur cette thématique-là. Voilà. Et c'est pareil, en fait, la lucidité, on est plus ou moins livré de la lucidité. Le coaching permet de prendre de la hauteur par rapport à ça et d'en être conscient. Mais c'est un vrai sujet d'entrepreneur de direction générale, parce qu'on peut faire une différence entre l'entrepreneur, celui qui a créé, il y a les repreneurs et puis après les directions générales. Ouais. On est tous touchés par ça. Concrètement, c'est quoi les conséquences de cette culture de l'infaillibilité sur les dirigeants ? Le mot qui me vient, c'est le manque de prendre soin. C'est-à-dire qu'on ne prend pas soin de soi parce que mentalement, on n'écoute que notre cerveau. Donc, il y a cet alignement tête, cœur, corps, auquel je crois beaucoup. Là, dans ces cas-là, on est très mental. On est très objectif, on est très performance, et puis on se dit, tiens, je vais faire ceci, je vais faire cela, il faut que, etc. Donc on ne se préserve pas, et puis on est mobilisé sur des objectifs.
Et je trouve que le gros risque, il est là. Et derrière, on peut imaginer ce qu'il peut y avoir derrière. C'est que si j'écoute pas le reste de ce que je suis, avec mes émotions, avec mon corps, etc., c'est des burn-out, c'est des états de dépression, c'est des états de mal-être, etc. Là, on parle de l'impact sur le dirigeant, mais on sait que tout ce qui a un impact sur le dirigeant a un impact sur l'équipe. C'est clair. Qu'est-ce que ça pourrait être aussi les impacts sur l'équipe ? Pour être en lien avec ce que je te disais auparavant, le ou la capitaine, s'il prend ce rôle effectivement de dirigeant, s'il est présent, même s'il délègue beaucoup, même s'il peut dans des modèles d'entreprise libérée, on peut imaginer plein de choses. En tout cas, il a un rôle central. De toute façon, si à un moment ou à un autre on est dirigeant, c'est qu'on a envie d'avoir un rôle central. Si la personne qui a ce rôle central, elle est fragilisée, elle n'est plus très bien, elle en prend trop, elle en prend beaucoup trop, ça aura forcément des répercussions sur les équipes. Parce que si on a l'un des dirigeants ou un dirigeant qui n'est pas bien, ça se ressent. Et si ça se ressent sur les équipes, ça se ressentira à un moment ou à un autre sur l'entreprise et sur le business. Merci pour ta réponse, Hervé. En tant que dirigeant toi-même et au travers des accompagnements que tu donnes aux autres, comment les dirigeants vivent-ils leurs doutes, vivent-ils leurs échecs, leurs moments de vulnérabilité ? Faut savoir que quand on est entrepreneur ou dirigeant, nos petits camarades sont des entrepreneurs ou des dirigeants. Voilà. La solitude du dirigeant, c'est une réalité. Donc, comme l'homme n'aime pas être seul, il se rapproche de ses pairs. Pourquoi je dis ça, c'est que en tant qu'entrepreneur, on a accès aujourd'hui à des associations diverses et variées. Je peux les nommer des réseaux entrepreneurs, des APM et autres, etc., qui nous permettent de nous rencontrer entre pairs, qui nous permettent de partager nos réussites, nos échecs, nos difficultés, nos doutes, etc. Donc ça, c'est déjà un territoire qui est extrêmement intéressant. Et puis, même si ça ne se faisait pas il y a 10-15 ans, le dirigeant peut se faire coacher, peut se faire former, peut se faire accompagner. Donc il y a des prestations pour les dirigeants. Et puis entre dirigeants, on peut se rencontrer et ça permet effectivement de partager tout ça. Et ça fait du bien. Ça fait du bien de se dire qu'on n'est pas les seuls à vivre ça. On n'est pas les seuls à avoir des doutes. On n'est pas les seuls à se questionner sur notre vulnérabilité. Et le partager avec nos petits camarades, c'est se rendre compte qu'on le vit et on le partage et ça fait du bien. Donc ce réseautage qui vient un peu contrer cette solitude du dirigeant. En parlant de solitude du dirigeant, est-ce que c'est quelque chose que toi tu as vécu ? À quel moment ça peut survenir aussi pour essayer de prévenir les entrepreneurs qui nous écoutent ? Ouais. Moi, je l'ai vécu, ça m'avait fait un choc. J'ai créé ma société en 2005, puis voilà, on a très vite recruté, puis j'avais 4-5 collaborateurs au bout peut-être de 2-3 ans. Et puis je me souviens, à midi, je leur dis, tiens, on déjeune ensemble. Ils disent, non, je peux pas. Et puis j'ai découvert qu'ils étaient allés déjeuner ensemble. Et je l'ai vécu, sur le coup, j'ai mal vécu, la trahison, c'est dégueulasse, etc. Et je me souviens, toujours important d'avoir des effets miroirs, et j'ai vu celui de mon épouse qui me disait, mais tu es en train de toucher la solitude du dirigeant. Et effectivement, en tant que dirigeant, on a des rôles, des responsabilités et des pouvoirs. Et ce pouvoir peut créer la distance entre le dirigeant et ses équipes, et ça crée une distance. Donc oui, c'est une réalité. Une fois qu'on en a pris conscience, il faut l'accepter, parce que ça se comprend. Moi aussi, j'étais salarié et je m'entendais bien avec mon patron, mais je savais que mon patron, il pouvait dans l'absolu, du jour au lendemain, me mettre dehors, même s'il n'avait aucun intérêt à le faire, et moi non plus. Mais c'est une réalité qui crée un déséquilibre, et ce déséquilibre crée de la distance. Donc oui, ça existe. Merci pour ta réponse. On peut revenir peut-être à l'infaillibilité. Si on ne s'écoute pas, qu'est-ce qui peut se passer ? Écoute, j'ai un choix de témoignage parce que j'en suis le symbole. En 2017, je pense que ça faisait quelques mois que j'avais des petits signaux, un peu de mal-être. Je me questionnais. Par un moment, je me disais, tiens, je ne suis pas très en forme en ce moment, etc. Puis mentalement, parce que j'étais très mental, je me disais, ça va aller, tout va bien, ta boîte marche bien, la vie privée marche bien, donc ça va, écoute. Et en 2017, j'ai fait un burn-out. C'est-à-dire que quasiment du jour au lendemain, l'expression que je prends aujourd'hui, je me suis retrouvé entre guillemets un peu sur le toit. Ça veut dire quoi ? C'est que les émotions ont pris le leadership sur moi pendant 2-3 mois. Je ne savais pas quand ça arrivait, je me mettais à pleurer. Alors je peux en parler aujourd'hui parce que, a posteriori, ça a été un magnifique cadeau, parce que j'ai beaucoup appris sur moi. J'ai appris à laisser place aux émotions, j'ai appris à laisser place à la vulnérabilité, j'ai appris à devenir un homme avec ce qu'il est, dans ce qu'il est. Donc c'est un super cadeau, mais ce burn-out est la conséquence de ne pas vouloir avoir vu les choses venir, de ne pas vouloir avoir écouté les signaux faibles, et qui fait que je fais partie de ces milliers de personnes qui ont vécu ça. Tu parles des signaux faibles. Qu'est-ce qui aurait pu prévenir ce burn-out ?
La prévention, en fait, je trouve qu'on n'en parlait pas tant que ça à l'époque, en tout cas pas dans le milieu entrepreneurial, alors qu'aujourd'hui c'est clairement évoqué. Donc je pense que si j'avais entendu cette petite musique régulièrement auprès de mes camarades, peut-être que je me serais dit, tiens, je suis peut-être en train de tomber là-dedans. C'est s'écouter soi-même aussi. Je pense que tout ça, c'est le résultat aussi de s'ouvrir au monde, de s'acculturer, de rencontrer. Et d'accepter qu'il n'y a pas qu'un seul modèle, il n'y a pas que la performance, la course aux objectifs, c'est que le monde n'est pas fait que ça, et le monde est fait de nuances, et accueillir l'émotion. En fait, je pense que le vrai sujet, c'est de se dire que, moi ça me fait penser toujours à un psychothérapeute qui malheureusement est décédé, qui s'appelait Guy Corneau, nous sommes sur Terre pour aimer et être aimé. Et dans aimer, il y a le mot émotion, et l'émotion fait partie pleinement de l'individu. Merci pour ta réponse très authentique et ton partage d'expérience. J'aimerais qu'on revienne un peu à l'accompagnement qu'on peut avoir en tant que dirigeant. Quel est ce rôle de cet accompagnement ? Quel rôle peut jouer un accompagnement dans la solitude du dirigeant, dans son mal-être et dans le combat de l'infaillibilité ? Comment aider un dirigeant tout simplement ou un manager à accepter sa vulnérabilité et à en faire une force ? Alors, là-dedans, il y a de nombreuses questions. Je trouve qu'avant toute chose, il y a un préalable pour pouvoir travailler sur soi. Alors, soit c'est dans le mode privé, dans ce cas-là, ça concerne plutôt un psychothérapeute ou en tout cas des professionnels. Et dans le monde de l'entreprise, c'est effectivement des rencontres qu'on va pouvoir faire avec un coach. Faut qu'il y ait au préalable une envie de le faire. Comme je dis toujours, un individu étant en croissance à 2 conditions, il faut qu'il soit lucide et motivé. Donc ça, c'est la base de tout pour pouvoir travailler sur le sujet. Sur la thématique de l'infaillibilité, c'est dans les séances, dans les rencontres qu'on va avoir avec les coachés, c'est effectivement en fonction du contexte, en fonction de sa manière de réagir aux enjeux, à certains sujets, parfois il y a une petite musique qui ressort. Et moi, j'ai des exemples qui me viennent, effectivement, de dirigeants qui disent « Ah mais là, je ne peux pas lui montrer que je doute, attends, je suis dirigeant, je suis fort ». Et on va entendre quelques verbatims, quelques mots qui sont pour nous, en tant que coach, des indicateurs, des signaux faibles qui nous permettent de nous dire tiens, il y a peut-être quelque chose à creuser. Et c'est là on va pouvoir rebondir là-dessus, puis creuser, de dire tiens, qu'est-ce que ça veut dire pour toi être fort ? Pourquoi tu ne pourrais pas montrer à un moment ou à un autre tes doutes ? En quoi tu ne pourrais pas partager ? Bon, bref, après c'est le job du coach, après d'aller creuser effectivement ces éléments-là pour voir ce qu'il y a derrière, est-ce que ça vient toucher ? Et le sujet, il est souvent là, c'est qu'est-ce que ça touche chez le ou la coachée pour qu'il réagisse comme ça ? Pourquoi, en tant que dirigeant ou dirigeante, c'est important pour moi d'être toujours fort ? Pourquoi c'est important pour moi, en tant que dirigeant ou dirigeante, de montrer que je suis infaillible et que je vais résister à tout ? Ça vient toucher quelque chose, et l'intérêt, c'est d'aller creuser, de dire tiens, qu'est-ce que ça vient toucher et comment on vient de comprendre pour après vivre avec ça et de se dire oui, j'ai peut-être envie de ne pas avoir de doute, mais j'ai aussi le droit d'avoir des doutes et de les partager avec mes équipes. C'est les embarquer, c'est les fédérer, c'est de travailler ensemble, c'est de partager. Je vais même te dire que d'accepter d'être vulnérable, je trouve que c'est une vraie liberté. C'est un cadeau qu'on se fait. C'est de se dire à un moment ou à un autre, je ne suis pas infaillible, j'ai beau être un professionnel, j'ai des compétences depuis un certain nombre d'années, j'ai des études, peu importe, j'ai tout ça. De dire, je ne peux pas tout savoir, je ne peux pas tout connaître, j'ai des doutes, et heureusement, je n'ai pas le monopole du savoir. Et puis même, je veux dire, d'un point de vue managérial, d'embarquer ses équipes pour se dire, là-dessus, je ne suis pas sûr de moi, j'ai un doute là-dessus, qu'est-ce que vous en pensez ? Ça permet de responsabiliser les équipes, de créer un collectif. Un collectif, ça se met tous ensemble. Moi, ça me fait penser à une phrase de Schulz que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si je vais la dire avec la même précision que lui. C'est qu'une équipe est constituée à 2 conditions. C'est que chacun et chacune se sentent libres d'exprimer ses peurs et ses doutes. Et que personne n'essaye trop souvent d'avoir raison. Notre propos me fait penser à ça. C'est de se dire, effectivement, exprimons nos doutes. Et même le dirigeant, il peut avoir des peurs et des doutes. Et une équipe, ce n'est pas les collaborateurs vers le dirigeant, c'est ensemble. Et le dire, c'est important. Merci pour ta réponse. Hervé, est-ce que tu as des exemples en tant que coach de transformation que tu as pu accompagner ? Oui, bien sûr. J'en ai de nombreux. Il y en a un qui me vient à l'esprit, c'est un directeur général d'une filiale d'un grand groupe. Un profil ingénieur qui a toujours travaillé dans des environnements industriels anglo-saxons, donc très dans un modèle très top-down, que j'ai accompagné en coaching. Et puis souvent j'entendais de manière directe ou indirecte, c'est moi qui vais porter la stratégie, je dois porter les décisions, je dois. Il y a beaucoup ce mot je dois. Et on a travaillé sur cette thématique parce que
au fond de lui-même, il l'évoquait, mais je pense qu'il y avait peut-être des premiers doutes qu'il n'osait pas exprimer. Et on a travaillé ce sujet ensemble, et il y a eu une vraie prise de conscience de sa part que pour le bien du groupe et de son entreprise, et pour l'épanouissement de ses équipes, et pour son bien-être personnel, d'embarquer le plus grand nombre avec lui, c'était sans doute la meilleure des solutions. C'est ce qu'il a fait, et on s'est revus il n'y a pas longtemps, de manière amicale, et on a reparlé du sujet. Il m'a dit, moi, ça a été une prise de conscience et des prises de position, de décision qui lui ont fait un bien fou. Donc oui, ça marche. Merci pour cette réponse. Hervé, ce podcast va se terminer sur cette dernière question. Si tu devais t'adresser directement à un dirigeant ou un manager qui nous écoute et qui n'ose pas franchir le pas de l'accompagnement, par peur de paraître faible, que dirais-tu ? Je dirais que j'ai été pendant de nombreuses années que dirigeant. J'ai mis un peu de temps à appuyer sur le bouton du coaching, mais les 2-3 premiers coachings que j'ai faits m'ont fait un bien fou. Parce que c'est un temps de respiration, un temps de prise de recul, un temps de compréhension. C'est l'investissement qu'on se donne pour se sentir mieux. Le coaching, c'est travailler sur l'interrelationnel et c'est un bien fou. Maintenant que je suis dirigeant et coach, je crois plus que jamais que c'est un indispensable. Je pense que tout le long de notre vie, on a besoin, soit en mode privé, soit en mode pro, d'accompagnement. On est dans un monde qui bouge, qui est complexe, qui est en permanence en mouvement. Et je pense que ces moments qu'on se donne, en privé comme dans le monde professionnel, ils sont indispensables pour être le plus possible aligné et de se faire plaisir. Merci pour ta réponse, Hervé. Et merci pour ce partage authentique et précieux qui, je suis sûre, éclairera de nombreux dirigeants et managers qui nous écoutent. Merci d'avoir été avec nous pendant ces quelques minutes de podcast. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau Shot RH. Au revoir.